Bonjour tout le monde, bienvenue au premier vidéo du bloc 4. Pour le bloc 4, il y aura deux sections, en fait deux chapitres qu'on va voir, chapitre 9 et chapitre 11. Dans le chapitre 11, avec lequel on va finir, on va vraiment faire un rappel de tout ce qu'on a vu dans le cadre de la session, tous les types de quantités, vitesse, position, accélération, force, mais dans un contexte de rotation. Pour le chapitre 9, avec lequel on commence, on va voir encore un nouveau type d'information qui s'appelle la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est une quantité qui va être conservée, fait que ça peut vous faire penser à l'énergie. La grande différence, c'est que la quantité de mouvement est vectorielle alors que l'énergie est un scalaire. Un scalaire, c'est le fun, c'est plus facile à calculer. On n'a pas besoin de séparer en composantes X et Y. Par contre, vu qu'on n'a pas ces composantes-là, ben, il manque un petit peu d'informations. On n'est pas capable de décrire la direction du mouvement, par exemple, même le sens du mouvement, par en avant, par en arrière, en termes d'énergie cinétique, c'était la même chose. Ça fait en sorte que la conservation de l'énergie, à elle seule, ne peut pas complètement prédire un mouvement parce qu'il n'est pas capable de tenir compte de l'information de direction. Donc, par exemple, ça peut être problématique dans une situation comme le pendule de Newton. Donc, dans le pendule de Newton, vous avez sûrement déjà vu ça. On a un certain nombre de petites billes. On peut aller en soulever une. Et si j'avais seulement la conservation de l'énergie, je ne pourrais pas prédire qu'est-ce qui va se passer quand la bille va redescendre. Parce qu'en fait, on aurait plusieurs possibilités qui seraient toutes compatibles avec la conservation de l'énergie. Donc, je pourrais... J'ai fait ma bille qui partait de l'autre côté. Donc, je peux avoir une seule bille qui va revoler. Je peux avoir deux billes qui vont revoler. À ce moment-là, ça va être à la moitié de la hauteur par rapport à la hauteur initiale. Je pourrais avoir quatre billes qui vont remonter, mais ça va être encore moins haut, et ainsi de suite. Toutes ces situations sont possibles. En fait, même ma première bille, elle pourrait juste rebondir et retourner par en arrière sans avoir fait du tout bouger les autres billes, et ce serait correct au niveau de la conservation de l'énergie. C'est certain que ça n'a pas de sens. Ces billes-là ne peuvent pas être pas affectées du tout par le fait qu'il y a une bille qui est entrée en collision avec elle. Donc, ça nous prend une autre équation pour être capable de prédire qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, ce qui va se passer comme il faut, ça va être qu'on va avoir la même masse, donc la même bille, une seule bille ici, qui va continuer de l'autre côté. Je vais commencer par dire la même masse parce qu'effectivement, si on prend plusieurs billes, ça va encore être le même nombre de billes qui va retourner de l'autre côté. Et ainsi de suite. Je pense qu'il fait avec 3 ensuite dans la vidéo. Donc, comme ça, avec 3 aussi. Donc, ça nous prenait justement une nouvelle équation pour être capable de prédire ceci, et la conservation de la quantité de mouvement va nous permettre de faire ça. Donc, on commence la section 9.1 où on va aller vraiment décrire d'où provient l'équation mathématique de la quantité de mouvement. Donc, ça provient de l'application d'une force, mais dans le temps. Au chapitre 7, on avait l'application d'une force sur une distance. Ça nous a donné le travail. Là, on va avoir l'application d'une force pendant un certain intervalle de temps. Donc, on va utiliser F est égal à ma, comme on avait en dynamique. Mais on va aussi utiliser de la cinématique, l'équation qui fait intervenir la vitesse et le temps, qui était notre première équation, si vous vous rappelez, des numéros. Donc, avec l'accélération et l'intervalle de temps. Pour combiner ces deux équations-là, je vais prendre la force divisée par la masse pour obtenir l'accélération, que je vais pouvoir aller remplacer dans mon équation de la cinématique. Donc, V final est égal à V initial plus F sur M fois delta T. Donc, c'est là qu'on voit l'application d'une force sur un intervalle de temps. Je vais juste réécrire ça un petit peu différemment. Je vais envoyer M de l'autre côté. Je vais envoyer mon VI de l'autre côté en premier, puis M ensuite. Ça va me donner M VF moins M VI, qui est égal à F fois delta T. Donc, on a ici notre force appliquée sur un certain intervalle de temps, et ça, on définit ça comme étant l'impulsion. De l'autre côté, la masse fois la vitesse, on va appeler ça la quantité de mouvement, qui est notée par un P minuscule. Et vous remarquez que ces deux quantités-là sont bien vectorielles. Donc, j'ai pu écrire mes équations
avec la flèche, je pourrais les séparer en composantes x et y aussi. Donc, l'impulsion, c'est la variation de la quantité de mouvement qui provient de l'application d'une force, et c'est pendant un certain intervalle de temps. En anglais, la quantité de mouvement, c'est momentum, puis souvent, je pense que on aime bien le mot. C'est un mot plus intuitif, j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu de plusieurs étudiants avec le temps. On comprend le momentum, on comprend qu'il y a un mouvement, mais faut garder en tête l'idée qu'il y a une masse là-dedans. Donc, c'est l'équation M fois V. Puis impulsion aussi, des fois, ça peut être mélangeant. J'ai déjà entendu des étudiants le mélanger. Donc, l'impulsion, c'est vraiment la variation de quantité de mouvement qu'on donne à quelque chose. C'est certain que si la quantité de mouvement initiale était 0, ben l'impulsion et la quantité de mouvement deviendraient la même chose. Fait qu'il faut juste pas mélanger qu'en tant que tel, l'impulsion reste une variation. Donc, les sections 9.1 et 9.4 traitent vraiment de l'impulsion et de son rôle, sa relation avec la quantité de mouvement, mais j'ai décidé de ne pas les faire cette année. Donc, vous pouvez barrer ce numéro-là, et on va aller, je vous mentionne que l'impulsion par la force variable, un petit peu comme on l'avait pour le travail, ça deviendrait une intégrale, mais ici par rapport au temps. Mais ça non plus, vous n'aurez pas à faire d'exercice là-dessus cette année. Et on va aller tout de suite regarder la conservation de la quantité de mouvement, qui est vraiment la partie importante, qui est vraiment le principe fondamental de physique qu'on veut vous faire connaître dans le chapitre 9. Donc, la conservation de la quantité de mouvement va découler de la troisième loi de Newton, qui dit que FAB est égal à moins FBA. Je veux ramener ça en termes de masse et de vitesse. Je vais passer par la masse et l'accélération. Ici, ma force est appliquée sur A par B, donc ça va être la masse de A qui va subir une accélération. Et ici, masse de B fois l'accélération sur B. L'accélération, c'est une variation de vitesse. Donc, on va avoir V final A moins V initial A sur delta T. La même chose pour la masse B avec son accélération. Donc, V final B moins V initial B, ça c'est un B, divisé par delta T. Le delta T n'a pas le choix d'être le même pour les deux objets. Donc, je peux multiplier les deux côtés par delta T, puis mon delta T fait juste disparaître. Il va me rester, puis je vais tout de suite faire la réorganisation des termes. Je vais garder ma masse A avec la vitesse finale A de ce côté-ci parce que c'est positif. Vitesse initiale, je vais l'envoyer de l'autre côté. Je vais prendre la masse B avec la vitesse finale B qui sont négatives ici et les envoyer à gauche. Donc, je vais avoir plus MB V finale B. Donc, à droite, comme je disais tantôt, je prends ma masse A avec la vitesse initiale A qui sont rendues positives à droite de l'égalité. Et moins fois moins, j'obtiens plus la masse B fois la vitesse initiale de B. En termes de quantité de mouvement, on obtient PA final plus PB final est égal à PA initial plus PB initial. Donc, on voit que la quantité de mouvement, en fait, la somme de la quantité de mouvement de tous les objets du système est conservée initiale doit être égale à la quantité de mouvement finale. Donc, si il n'y a pas seulement deux objets, je vais écrire ça avec un symbole de sommation. S'il y avait deux objets, juste A puis B, ça allait. Donc, dans cette écriture-là, P, c'est la quantité de mouvement de chaque objet. Par contre, ça arrive qu'on veut parler du système au complet. Donc, dans ça là, on change le P minuscule pour le P majuscule. C'est fait un petit peu dans le Benson. J'aime pas ça le faire parce qu'on a déjà P majuscule pour le poids qui va revenir. On a déjà P majuscule pour la puissance qui va aussi revenir dans le chapitre 11. Donc, on va quand même avoir dans le même examen. Donc, si jamais vous regardez dans le Benson et que vous voyez ça, P majuscule, ça va être la quantité de mouvement du système. Mais moi, je l'utiliserai aussi peu que possible. Ensuite, vous remarquez qu'ici, ça peut commencer à faire beaucoup d'indices. Puis là, on n'a même pas encore séparé en composantes X et Y, ce qu'on aura besoin de faire quand on va faire de la résolution de problèmes.
Donc, imaginez que vous avez MA, V, F, X, A, V, F, X, B et ainsi de suite. Ça fait beaucoup d'indices. Ça devient un petit peu fatigant. Donc, pour alléger la notation, ce qui est utilisé dans Benson et que je vais aussi utiliser dans ma résolution d'exemples et d'exercices, ça va être d'utiliser la lettre U pour la vitesse initiale et on va garder V pour la vitesse finale. Donc, ça permet d'alléger un petit peu la notation pour la conservation de la quantité de mouvement, parce que sinon, c'est vrai que ça devient quand même assez lourd. On va appliquer la conservation de la quantité de mouvement dans ce qu'on va appeler des collisions, dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo.